Madame Alice Van Gavert, présidente de l'Assemblée générale, Monsieur Franck Barrault, proviseur du lycée français Vincent van Gogh aux Pays-Bas, Madame Florence Lévy, première conseillère de l'ambassade de France aux Pays-Bas, Madame Kirsten van den Heu, députée travailliste de la deuxième chambre du Parlement des Pays-Bas, Mesdames et Messieurs les représentants des pays et des organisations, Mesdames, Messieurs. Il y a 4 ans, les Nations Unies ont déterminé 17 objectifs pour sauver le monde d'ici 2030. Les objectifs de développement durable sont un guide pour tous les pays, afin de parvenir à un avenir meilleur et surtout durable pour nous, pour nos enfants et petits-enfants. Nous voulons un travail décent pour les femmes et également pour les jeunes. Nous voulons justifier filles et accès à l'éducation Et non à la radicalisation. Nous voulons un accès à l'eau potable. On en a marre de l'esclavage moderne. On dit non au MST. Nous voulons la paix entre le Soudan et le Soudan du Sud. Ces sujets seront tous débattus dans les comités. Mais permettez-moi de vous répéter 2 des objectifs qui ont été revendiqués, le 5e et le 8e. Égalité entre les sexes, travail décent et croissance économique. En d'autres mots, ces objectifs constituent le thème de notre conférence. Parlons d'abord du travail, objectif 8. 5,6%, c'est le taux de chômage actuel dans le monde. Ceci correspond à 193 millions de personnes. 300 millions, ceci correspond au nombre de travailleurs en extrême pauvreté, vivant avec moins de 1,9 $ par jour. 470 millions, c'est le nombre d'emplois par an qui seront nécessaires dans le monde pour les nouveaux venus sur le marché du travail d'ici 2030. Mais que veulent dire ces chiffres? Que le monde est en faillite? Qu'il est impossible de trouver un travail décent? Que personne ne travaille? Non. Remettons les pendules à l'heure. Depuis la crise financière de 2008, le monde s'est bien, voire très bien relancé, et de nouvelles puissances économiques telles que la Chine et l'Inde ont émergé, créant des millions d'emplois. Année après année, le revenu brut par habitant ne cesse de progresser. Cependant, et je ne vous apprends sûrement pas grand-chose en vous disant ceci, il reste des progrès à faire. Nous ne serions tous présents ici s'il n'y en avait pas. Selon l'Organisation internationale du travail, en 2017, on comptait essentiellement dans les pays en développement 152 millions d'enfants travailleurs, dont 73 millions travaillaient dans des conditions extrêmement dangereuses. Nous parlons ici, mesdames et messieurs, d'esclavage moderne. La réalité est que ces enfants sont obligés de mettre leur vie en danger afin de subvenir aux besoins de leur famille. Ces conditions de travail ont une double répercussion. D'un côté, ces enfants se retrouvent avec une santé fragile et sont le plus souvent analphabètes, et de l'autre, une population mal soignée et mal éduquée est à l'origine d'un manque sérieux de développement pour tout pays. Dans trop de pays en développement, l'accès à l'emploi demeure un sujet trop compliqué à aborder. En effet, le manque d'investissement d'entreprises nationales et de firmes transnationales, ainsi que le manque d'infrastructures, sont des freins à l'accès au travail de la population. Nous entrons ici dans un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux s'aggrave lorsque nous tentons d'ajouter l'adjectif décent au mot travail. La notion du travail décent est délimitée par 3 conditions. Une rémunération correcte, des conditions de travail respectueuses de la personne et une protection sociale pour la personne qui travaille et en conséquence pour sa famille. 3 conditions qui nous semblent si normales, mais dont des millions de travailleurs ignorent l'existence. À vous, représentants des pays et des organisations, d'en prendre conscience et d'y apporter des changements. Il ne faut cependant oublier que notre terme concerne tout autant les pays développés. Parlons de la mondialisation. Les économistes confirment que la mondialisation promeut les échanges entre les pays et permet la croissance. Mais ces économistes confirment aussi que la mondialisation est malheureusement trop souvent source de marginalisation. Elle creuse les inégalités entre les populations rurales et les populations urbaines et exclut économiquement et socialement les populations. La meilleure illustration à ce problème aujourd'hui est sans doute le cas des Gilets jaunes. Ils sont certes français, mais ils représentent plus largement l'aliénation, le sentiment d'abandon que tant d'Européens ressentent, se tournant donc vers des politiciens proposant des solutions simples à des problèmes en réalité bien plus compliqués. Ce sont ces sentiments qui ont abouti au Brexit et à la mise en place de gouvernements populistes anti-Europe en Autriche, en Hongrie, en Italie,
en Pologne et tout récemment ici même aux Pays-Bas. Vous voyez donc à travers ces exemples le lien étroit entre un travail décent et une inclusion économique, sociale et même politique. Nous avons besoin de réaliser une croissance économique durable et ceci ne sera possible qu'à travers ces 3 prochains points. Confirmer l'entrée annuelle de ces 470 millions de personnes sur le marché du travail, sans oublier les plus vulnérables d'entre nous, c'est-à-dire les femmes, les jeunes et les handicapés, leur fournissant un travail décent tout en stimulant la productivité. Investir dans l'éducation en liant davantage la formation des populations au monde de l'entreprise. Et enfin, chercher et promouvoir le dialogue et la concertation plutôt que la confrontation. C'est comme ceci, mesdames et messieurs, que nous créerons une mondialisation plus juste. Parlons maintenant de l'égalité entre les sexes. Je peux déjà imaginer ce que tant de vous êtes en train de penser. Égalité entre les sexes, sujet vu et revu. Il est vrai que pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de nous rendre bien compte de l'ampleur du problème et je vous avoue en toute honnêteté que pendant un temps, moi-même, jeune femme de 17 ans, me sentais peu concernée. Mais laissez-moi vous raconter 2 expériences personnelles qui me permettront de vous communiquer un peu mieux la gravité de la situation. Au début de l'année, nous avons eu avec mes camarades de classe la présentation d'un intervenant qui nous a parlé de son métier. Interrogé sur le financement des activités de son organisation, il a répondu « les impôts que vos pères payent ». Je répète, que vos pères payent. Lors de l'organisation d'une compétition sportive, j'ai eu le droit à la remarque suivante. Si les filles étaient chefs d'équipe, les équipes perdraient. Ces phrases du quotidien, dites dans toute banalité, glissées insidieusement parmi les plus habituelles des conversations, trop peu souvent débattues, sont un réel obstacle à l'égalité complète entre les hommes et les femmes. Parce que non, les impôts ne sont pas forcément payés par nos pères, et parce que non, une équipe ne perdrait pas forcément si une fille la dirigeait. Malheureusement, la situation est bien pire dans tant de pays. Aujourd'hui, un demi-milliard de femmes dans le monde sont analphabètes, et ceci correspond à 75% du taux d'analphabétisme. Une femme sur 3 dans le monde a été victime d'au moins une violence conjugale et ou sexuelle au cours de sa vie, et au moins 200 millions de femmes dans le monde ont subi des mutilations génitales. Généralement physiquement moins fortes que les hommes, les femmes sont trop souvent exploitées comme des objets que l'on peut utiliser comme bon il semble. Encore aujourd'hui, dans des dizaines de pays, le pouvoir de décision ne revient qu'aux hommes, car les femmes sont considérées comme intellectuellement moins développées pour prendre des décisions par elles-mêmes. 11%, c'est le taux de femmes enceintes au travail qui, en 2017, se sont fait licencier, officieusement en raison du coût d'un congé maternité. L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le monde est de 23%. Et, sans action décisive, il faudra encore 68 ans pour parvenir à un salaire égal. Seuls 63 pays aujourd'hui sur presque 200 ont été ou sont dirigés par une femme. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons imaginer un réel développement et progrès mondial dans tous les domaines sans l'égalité affirmée et complète entre les hommes et les femmes. Prenons des mesures concrètes pour prévenir ces violences et apprendre aux hommes que ce n'est pas parce qu'ils sont généralement plus forts physiquement qu'ils peuvent en profiter. Prenons des mesures concrètes pour faire en sorte que les filles aillent toutes à l'école. C'est Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui dit un jour « Il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes ». Cette autonomisation s'acquiert par l'éducation, durant laquelle nous devrions apprendre aux petits garçons et aux petites filles que leur sexe ne sera jamais un facteur discriminant dans leur éducation, dans la recherche d'un emploi et tout simplement dans leur vie quotidienne. Au XIXe siècle, Louisa May Alcott dit dans Les 4 filles du Docteur Marsh « Ce n'est pas parce que les femmes sont femmes qu'elles devraient pouvoir voter, c'est parce qu'elles sont des êtres humains. » En effet, toute personne, homme ou femme, devrait être jugée par ses capacités et non par son sexe. Ne tombons pas dans le piège de la confrontation, de la provocation, de la revendication excessive, de la nécessité à trouver en chaque situation un scandale de sexisme. Que l'on soit bien clair sur le point, le progrès du statut de la femme dans nos sociétés ne pourra se faire qu'avec les hommes et non contre les hommes. Nous avons affaire à un combat humain, non un combat féminin. Prenons exemple sur Denis Mukwege, gynécologue congolais, prix Nobel de la paix 2018, qui se bat contre les violences sexuelles et les mutilations génitales des femmes. Ayons le courage de Malala Yousafzai, victime d'une tentative d'assassinat orchestrée par le Taliban, car elle voulait aller à l'école et se battait pour l'éducation des petites Pakistanaises. J'ai aujourd'hui cherché à vous exposer les problèmes auxquels nous sommes confrontés en matière de travail et de droits des femmes. Il est facile de se décourager face à la montagne de défis à relever pour atteindre les objectifs de développement durable. Mais gardez ceci en tête.
Avons-nous atteint en 2015 l'objectif du millénaire appelé « réduire de moitié le taux de pauvreté extrême » Non, nous l'avons excédé. Aujourd'hui, seulement 10% de la population vit dans la pauvreté extrême, contrairement aux 36% en 2000. Donc n'ayons pas peur de ce qui semble insurmontable et gardons à l'esprit que le changement est possible. Mais pour ceci, nous devons d'être le changement que nous voulons voir dans le monde. Vous l'avez sûrement dénoté, je cite bien évidemment Gandhi. Au début de mon discours, je vous ai dit que les Nations Unies avaient déterminé 17 objectifs pour sauver le monde d'ici 2030. Sauver le monde? 3 simples mots qui ont pourtant tant de pouvoir. 3 simples mots que la jeunesse a à ses lèvres et de laquelle tant de pessimistes se moquent, ridiculisant notre idéalisme et notre naïveté. Je vous demande à tous aujourd'hui de garder cet espoir, ce désir de changer le monde lorsque pendant ces 3 prochains jours, vous débattrez et œuvrerez à rendre nos sociétés meilleures. Le monde a besoin de nous, non seulement parce que nous en serons les futurs dirigeants, mais aussi parce que ce feu que nous avons en nous, cette rage de réussir, cet acharnement à en finir avec ces inégalités, c'est ce qui bouge les choses, c'est ce que nos dirigeants écoutent. Je finirai avec une citation de Georges Bernanos, écrivain français. Hélas, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. Merci de votre attention. Je rends la parole à tous.